est mort d'un hamburger, ou l'histoire critique de la relation de l'homme à la bouche par l'association des amis du casse-croûte. Le hamburger, certains font remonter son origine au début du XXe siècle aux États-Unis. Il aurait été créé par un immigré danois qui vivait dans le Connecticut. D'aucuns disent que, selon la propagande nord-coréenne, Kim Jong-il aurait été l'inventeur de ce sandwich dans les années 2000. Alors, faut-il préférer le fait maison ? Peut-on avoir confiance dans les produits fabriqués à l'usine ? Qui sont ces enseignes qui travaillent à la chaîne ? Quels sont leurs réseaux ? Nous découvrirons tout à l'heure ce qui se passe entre le trépas du bœuf à l'usine et son passage en caisse. Pour l'heure, reprenons les faits de notre espèce. La victime n'ayant pas pu être présente à l'audience, laissez-moi vous expliquer comment ceux-là, qui sont dans le box aujourd'hui, qui ont l'air de va-nu-pieds, se sont fait beaucoup d'argent. Pendant ce temps, boulevard de l'Europe, un panneau lumineux diffuse une faiblarde lueur rouge dans la nuit. Une bande de jeunes garçons en veut pour son argent. Un menu McBacon à emporter et les arbres qui filent dans le reflet de la Golf GTI. Évry, Soissy sur Seine, la AN7 puis la AN6 en vue que soient touchés, moulés les torpilleurs. Et enfin, après l'alignement de quelques lampadaires blafards, la forêt de Sénart. Les chênes centenaires pour abriter le plus vieux métier du monde. Dans les bois se mélangent châtaignes, charmes et bouleaux. Des mots qui se pagaillent et s'y trimballent quand vient l'heure des plaisirs sales. André Routard de la prostitution essonnienne vous dirait « Avant, il y avait plus de tradis en camping-car. Maintenant, elles sont une cinquantaine, principalement des Roumaines et des Bulgares qui ne parlent pas français et tapinent dehors. Elles se font déposer le matin par leur jus au casse-croûte, puis sont récupérées le soir. Les autres arrivent en RER. Elles font des passes de 5 minutes dans les bosquets. C'est un peu bestial et côté hygiène, ça craint. On ne saura pas si les nouvelles arrivantes ont reçu l'agrément de l'AFSA ou de l'inspection sanitaire, mais les prestations ne seraient plus d'aussi bonne qualité que jadis. La prostitution au chaud à la papa, c'était le bon temps, maintenant c'est l'amour au drive-in et non sous-titré. Pour André, il y a du Fellini dans tout ça. Pourtant, des plaisirs orgiaques, il ne reste que la solitude de l'avant, du pendant et de l'après. Oh certes, il y a du tape à l'œil, de l'ostentatoire, de la carrosserie brossée à l'italienne, du bling, du cling, du fric, du froc, du choc, des blagues en cloque, des claques et des marques. Mais du satyricon, il reste surtout la déchéance et l'oubli dans la chair. André, il revient quand même, parce que ce sont les filles des bois mystérieuses qui circulent en bande au cas où l'une d'entre elles venait à être tabassée. Des fées Morganes dont on ne sait si elles vous sont maléfiques ou si elles œuvrent pour votre bien. Approchez, approchez, demandez le programme. Elles sont belles, mes pêches. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les couleurs. De la polonaise jamais mal à l'aise, de la nigérienne pas végétarienne, des bulgares qui allument le cigare et des roumaines bien amènes. Vous trouverez de tout au royaume de Tibériou. Le ventre plein de junk food s'empiffrer de junk fuck. Ce n'est pas vraiment bon, mais on revient quand même, parce que ça remplit, parce que c'est prêt, là, tout de suite. C'est du fast-fest pour s'en mettre plein la panse. De la viande bon marché, produite à la chaîne, trimballée dans ses camionnettes, loin des minibus du bonheur, de la sexualité décomplexée. À l'usine du sexe, le bœuf trépassera encore un peu ce soir avant de passer réglé au comptoir. Après tout, faire passer des produits sur un tapis roulant tout le jour durant, ou être soi-même le produit scanné, payé et consommé la nuit venue, quelle différence cela fait-il ? On met à sa disposition son corps et pendant des heures, on pense à autre chose pendant que des quidams qui ne vous disent ni bonjour ni au revoir passent soit devant vous, soit dessus. Saisie dessus-dessous, la spécialité est préparée aller-retour, agrémentée de sa garniture maison. Ici, la traite prend tout son sens. Traire jusqu'à assèchement. D'ailleurs, comment appelle-t-on l'auteur d'une telle infraction ? Un traiteur, peut-être. Service commandé à domicile ou sur place, à la demande du client. Il n'y a plus rien à faire qu'à ouvrir et déguster. Traiteur thaïlandais, russe ou traiteur chinois, c'est comme il vous plaira, selon vos goûts et ceux de vos convives. La laine est imbibée d'alcool, ingurgitée à la hâte, dans une fiole flash du bougre flasque. La haine est imprégnée d'éthanol qui dessout les doutes et noie les tristes âmes. Bouche contre bouche, se transporter ailleurs vite,
pour oublier le goût de la salive teintée de gauloise. Mais pourquoi donc a-t-il besoin de l'embrasser? D'habitude, il n'en demande pas tant. Ils vont directement au but. Alors là, elle retire ses lèvres. Il aura sa croupe, mais il n'aura pas sa langue. Du moins, pas contre la sienne. C'est trop intime. Une rencontre qu'elle refuse. Il sent la transpiration, le labeur de la journée, le dégoût des jours perdus, l'oubli des jours d'avant et l'angoisse des jours d'après. Ses mains calleuses et sales la saisissent, la pétrissent, puis glissent. Et tandis qu'il entre, elle repense aux fois où elle a voulu sortir de ce cauchemar. Et tandis qu'il gémit, elle songe à ses lamentations nocturnes et silencieuses. Et tandis qu'il vient, elle se voit partir si loin. « Véroc !» voudrait-elle crier, mais il semble que plus une âme en cette ville ne veuille lui venir à l'aide. « M'am perdut, perdu, oui, perdu à jamais !» lui semble-t-il. Sur son poignet, un code-barre, avec au-dessus le prix de la dette qu'elle doit à son souteneur pour avoir voulu fuir une fois. Ce jour-là, il l'avait attachée à un radiateur, lui avait rasé le crâne et les sourcils et l'avait fouettée, battue comme une chienne qu'elle était. Un code-barre, un code QR, une puce à l'oreille de bétail menée en troupeau à l'abattoir. Le tatouage comme héritage de la flétrissure, le marquage pour mieux ancrer les blessures. Qu'on leur coupe le nez, qu'on les marque d'un P, ces filles-là ne méritent pas votre compassion. Achetées 2 €, elles devaient en rembourser 1000 fois plus. La traite des êtres humains n'est-elle pas avant tout une affaire d'argent? La question pourrait sembler naïve, tant la réponse paraît d'un premier abord évidente. Si elles ne se fondent pas sur des considérations pécuniaires, sur quoi se fondent-elles? Sur des volontés socialement prophylactiques? Sur l'amour de son prochain, peut-être? Ou sur le redressement économique de la nation? Un travailleur enthousiaste est un travailleur satisfait et qui trouve à se vider les bourses, tandis que la bourse, mais celle avec un grand B, choit un peu plus chaque jour et se joue de ces pions qui méritent bien leur petite satisfaction nocturne. Article 225.4.1 du Code pénal. La traite des êtres humains est le fait en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir pour la mettre à sa disposition ou à la disposition d'un tiers. Dès les premiers mots, tout est dit. En échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou promesse de rémunération ou d'avantage. S'il n'est question d'argent, il serait question de quoi? De points Smiles, d'images Panini, de réduction en tarif famille peut-être. Version moderne de l'esclavage, si elle ne tenait pas à l'appât du gain ou de tout autre avantage, que serait alors l'affirmation d'un statut social, d'une petite place dans la hiérarchie humaine peut-être? Qu'on envoie des mineurs voler des sacs, des boulevardiers aux distributeurs, ou des jeunes femmes à l'autre bout de l'Europe vendre leur chair pour quelques billets, il n'y a qu'une chose qui compte et une seule question qui leur est posée à la fin de la journée. Alors, combien? Travail forcé, exploitation sexuelle, trafic d'organes, autant de faits dont on peut douter de la vocation philanthrope. Ou plutôt si, attendez, si on fait travailler des mineurs, c'est bien au-delà de tout intérêt financier pour vêtir d'autres mineurs à quelques milliers de kilomètres de là. Si on met des jeunes filles sur le trottoir, c'est bien pour satisfaire le chaland quelques frontières plus loin. Si on arrache ici un rein ou des yeux là à des enfants qui n'en ont pas vraiment besoin, c'est bien pour mieux les revendre à un nécessiteux. Peut-être devrait-on leur remettre la médaille de l'ordre du mérite à ces traiteurs. La traite n'est-elle qu'une affaire d'argent? Allez, laissez venir à moi les petites procourses et délégations d'autorité parentale qui ressemblent plus à des délégations d'esclavage pour autrui. Laissez parler les petits papiers, papier chiffon, papier souillon, puisse-t-il un soir, papier buvard, vous consoler. Oui, laissez-les venir et ne les empêchez pas, car le royaume de Tibériou est pour celles qui leur ressemblent. La traite est une affaire d'argent, l'argent qui appâte les jeunes nymphètes vers des terres plus hostiles qu'elles ne croient, l'argent qui soudoie les multipares incapables de nourrir leurs enfants surnuméraires, l'argent qui se calcule en bénéfices et en marge nette, du black sur le postérieur rebondi des peaux ébènes, du cash pour quelques casaques à la poitrine naissante, de la maille sur un sérail émaillé de failles. De l'argent envoyé au pays, de l'argent pour monter dans la hiérarchie. Oui, la traite est une histoire d'argent, de flou sur les bagousses, de thunes sur le bitume, de blé concassé. Alors, vous pouvez vous raconter toutes les histoires que vous voulez. Vous pouvez tenter les analogies avec ces filles-là qui, elles, ont choisi. Vous pourrez invoquer Freud et la crise, et puis la pluie et le beau temps, si vous voulez. La traite est et restera avant tout une histoire d'argent, et leur silence est d'or.
Alors oui, il faut taper dans le portefeuille, il faut confisquer les biens, et passer outre le mutisme de celles-ci qui ne passeront pas la porte du tribunal, qui n'entr'ouvriront même pas les grilles d'un commissariat. Aujourd'hui, elle ne vous dira rien, alors écoutez-moi, et donc écoutez-la. Insatisfait, ce soir-là, il est revenu. Il avait une bouteille à la main encore, mais celle-ci ne mêlait pas les mêmes liquides. Quand on ne veut plus d'une marchandise qui s'est mal vendue ou qui déshonore l'étalage, on la jette sur le trottoir et, pour s'assurer qu'elle ne perdure, pour qu'elle soit définitivement impropre à la consommation, on l'asperge de produits toxiques, pour que pas même un sans-abri ne va y toucher. Quand il s'approche d'elle, elle pense qu'il vient pour le deuxième service, mais dans son regard, le mépris et la fureur ont remplacé la faim et l'envie. D'abord, elle ne comprend pas quand il lève la bouteille vers elle. Le jet, franc et rageur, l'éjaculation du dégoût et de l'affront. Le cuir chevelu d'abord, sur lequel le poison de feu atterrit. Une douche innommable, une mondaine shower qui ne fait que débuter. La douleur abominable, insupportable qui se déverse le long de son crâne, de ses yeux, de son nez, de ses lèvres. Si seulement il avait pu la tuer. La peau d'abord, mélasse gluante qui s'étend comme de la gomme que l'on étirerait le plus loin possible. La graisse qui bulle comme un savon laissé sous un jet d'eau puissant. Les os ensuite, qui deviennent une informe pâte à modeler, qui se tord et achève de se transformer en un cri de mounche horrifié, figé et infini. En quelques minutes, le crâne est déformé, les yeux brûlés se terrent dans des cavités oculaires recouvertes de peau fondue, le visage dégouline vers le sol, comme pour mieux appeler à rejoindre les enfers. Voilà la vérité qui agresse aujourd'hui vos oreilles lasses, voilà la vérité sale et dégueulasse. Alors cela nie encore et toujours, mais vous vous ferez votre opinion. Des semaines de souffrance dans son lit d'hôpital, elle regarde dehors. Des dizaines d'opérations peut-être, et le mal serait encore là. Le ciel est si clair là-bas. Il y a peut-être encore quelqu'un qui veut d'elle. On demande des dommages et intérêts conséquents, ils seront pour ses parents. D'un Tillac, lui, ne pleut plus rien pour elle. L'argent n'a pas d'odeur, mais ce jour-là, il sentait la mort. L'argent ne se jette pas par les fenêtres, mais puisqu'elle ne valait plus rien, elle se lève, s'approche de la vitre, tourne la poignée et franchit le pas.